Nous sommes à Bamako, au Mali, pour ce nouveau numéro de Ligne Directe. Ils prennent des photos pour dénoncer, ils mènent des initiatives citoyennes pour faire changer les choses. Dans la capitale malienne, nos observateurs sont particulièrement actifs. Nous partons tout de suite à leur rencontre. Habitants qui se massent de part et d'autre du fleuve Niger. Lancée dans une croissance urbaine effrénée, la capitale malienne incarne l'avenir du pays. C'est ici que se jouent des questions de société essentielles. Par exemple, la place des femmes, la gestion de l'hygiène alimentaire ou la prise en charge du handicap. 3 sujets qui mobilisent 3 de nos observateurs. Omar Sissoko, 21 ans, étudiant en histoire et archéologie. Youssouf Diakité, 45 ans, expert en informatique pour les non-voyants. Et Bala Mariko, 42 ans, militant des droits humains. L'engagement de Bala l'amène à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. En janvier 2018, il reçoit sur WhatsApp une vidéo qui le bouleverse. Alors du premier coup, je me suis dit que c'est une vidéo X, comme on a l'habitude d'en recevoir plein sur les réseaux sociaux comme ça. Mais j'ai entendu des mots violents. La vidéo montre en fait le viol collectif d'une adolescente par un groupe de jeunes hommes. En fait, je voyais une adolescente avec environ 5 personnes. L'impression qu'ils avaient droit de vie ou de mort sur elle. La scène était ignoble. Avec un autre activiste, Jimmy Traoré, Bala décide alors de lancer un appel sur Facebook pour récompenser d'1 million de francs CFA toute personne susceptible de mettre sur la piste de la victime ou des violeurs. Et au bout de 48 heures, effectivement, il y a une dame qui s'est présentée à une connaissance à elle, à Interpol, en disant qu'elle connaît la mère de la victime. 4 hommes sont arrêtés. L'un d'eux comptait se venger de la jeune fille qui avait refusé ses avances. Sans l'initiative de Bala Mariko, la victime n'aurait peut-être jamais porté plainte. Au Mali, la violence envers les femmes est tabou. Pourtant, plus de la moitié des Maliennes déclarent avoir déjà souffert des coups de leur conjoint. Inciter les femmes à parler, c'est le but de cette conférence, où une victime se confie. Je n'accuse pas mon époux, mais ses parents. Il a toujours vu son père frapper et insulter sa mère. Donc il n'avait pas eu d'autre façon de me gérer que de me taper. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte, ce qu'il a complètement refusé. Il y avait un risque de fausse couche et il m'a frappé encore. Alors je me suis éloignée, car je ne voulais pas qu'il me tue ou mes enfants. Les femmes aussi sont responsables de situations. Nous avons toutes des frères violents qui font cela à leurs femmes et nous... Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, mais surtout le poids de la société. Sous les coups de son mari, on essaye de justifier en disant que la femme, elle est peut-être infidèle à son mari et que c'est pour ça que le mari en est arrivé là. Ton mari te violente, ta famille va te... Mais tu ne peux pas amener le père de tes enfants à la police. Pour tenter de faire évoluer les mentalités, d'autres initiatives s'adressent directement aux hommes. Le lendemain, Mariam Diallo nous convie à l'école des maris, qu'organise son association. Quelqu'un vient de dire tout à l'heure ici que c'est l'habillement qui provoque les viols. Selon vous, est-ce que c'est une cause des viols? Quand des hommes voient des femmes dans certaines tenues, ils pensent à des bêtises. Et parfois, ils ne pourront pas se retenir. Certaines de nos jeunes filles s'habillent comme, effectivement, les Occidentaux. Ce n'est pas du tout une erreur. C'est des situations auxquelles nous ne sommes pas habitués. Ça peut inciter des gens à se comporter mal. Avant, au Mali, les femmes s'habillaient pagne courte et puis quelques tissus sur les seins. Mais à cette époque, il n'y avait pas de viol comme maintenant. Le débat s'ouvre ensuite sur un adage traditionnel qui veut que la soumission d'une femme à son mari soit une condition de la réussite des enfants. Quel que soit le comportement de l'homme, la femme qui accepte le tout, qu'il soit violent ou pas, la femme accepte. Tout ce que son mari décide, elle se soumet à ça. Le prix de ça, c'est la réussite de ses enfants. Est-ce que c'est normal qu'un homme force sa femme ou battre? C'est normal selon vous? Si l'homme lève la main, c'est que la femme a manqué à ses obligations dans la maison. Certaines n'entendent pas le dialogue.
de soumission. Ce n'est pas, comment dirais-je, on ne demande pas à la femme d'être une esclave, n'est-ce pas? On demande seulement un respect mutuel. Les députés, le législateur doit s'approprier des recommandations qui peuvent découler de ce genre de rencontres pour pouvoir être assez armé et faire voter la loi. Le Mali est un des derniers pays d'Afrique de l'Ouest à ne pas avoir de loi distinguant spécifiquement les violences basées sur le genre. Un avant-projet de législation existe, mais sous la pression des religieux, le processus est aujourd'hui au point mort. Omar, on te retrouve ici, tu nous as donné rendez-vous sur ce marché à Bamako, parce qu'il y a quelques mois, tu nous as envoyé plusieurs vidéos dans lesquelles tu t'inquiétais des conditions de transport de la viande dans ta ville. Oui, en effet, c'est une situation choquante. La viande, elle est transportée sur des motos et des tricycles, donc exposée à la poussière, au soleil, voilà, et à la pollution de la circulation. Après, voilà, la viande, elle est exposée sur des étals comme ça, voilà, exposée aux mouches, à la poussière, voilà. Si les pièces vendues proviennent en général d'animaux tout juste abattus, notre observateur dit qu'il a peur pour sa santé. Pourquoi vous transportez la viande comme ça sur des motos? Nous n'avons pas les moyens d'avoir des transports réfrigérés. À l'abattoir, on achète le kilo de viande 1900 francs CFA. Et ici, on ne peut pas se permettre de le revendre plus de 2000 francs CFA. Aucun abattoir, dont plusieurs sont privatisés, n'assure de transport réfrigéré de la viande. Omar nous propose d'aller chez lui pour nous montrer comment cuisiner le bœuf malgré tout. En chemin, ce représentant des bouchers explique que beaucoup de ses collègues sont de toute façon inconscients des risques. Il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de formation des bouchers, il y a même un problème d'organisation au niveau de l'État même pour encadrer les bouchers. Par exemple, au Mali, il y a des textes qui réglementent la profession des bouchers, y compris le transport de la viande. Ces textes-là ne sont pas vraiment appliqués à la lettre. C'est ce qui fait que tout le monde fait ce qu'il veut. Donc l'État est responsable quelque part aussi de ne pas assez contrôler les bouchers. Voilà. L'État doit jouer pleinement son rôle. Des associations de défense des consommateurs interpellent régulièrement les autorités. En attendant, comme la cuisinière des parents d'Omar, on nettoie comme on peut. Là, c'est le phase de lavage maintenant, le processus de lavage. Elle enlève la graisse, parce que la graisse, comme c'est la couche, la poussière. Après ça, il y a un deuxième lavage. Et ça, c'est le vinaigre. Ça permet vraiment de désinfecter, en fait. La viande est cuite pendant 1 à 2 heures, ce qui ne garantit pas d'éliminer tous les microbes. À ce jour, aucune étude ne permet de savoir quel type de trouble peut causer cette viande, ni combien de personnes en souffriraient. Salam et bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Bien, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? C'est l'équipe de France 24 que nous recevons aujourd'hui. Nous avons trouvé un pacte avec une famille d'accueil à côté de l'école, située à 150 mètres. C'est une famille qui accueille les enfants non-voyants, comme je vous l'ai dit. Et ces enfants non-voyants côtoient les enfants voyants de la famille qui sont voyants. En octobre 2017, Youssouf Diakité, aveugle de naissance, a créé cette petite école, la première en Afrique de l'Ouest où des enfants voyants et non-voyants ont cours ensemble. Ici, 26 élèves se répartissent entre la première et la deuxième année de l'école primaire. Ils sont âgés de 5 à 16 ans, car auparavant, aucun n'était scolarisé. C'est Youssouf qui a convaincu chaque famille de les inscrire dans ce cursus peu commun. La classe est assurée par un enseignant non-voyant et son assistant valide. L'élève non-voyante qui s'appelle Pénin Konari, elle va écrire vélo sur sa tablette avec le système braille, la tablette, le poinçon et la feuille braille. Et on a appelé un élève voyant pour que cet élève écrive aussi vélo au tableau avec la craie. Est-ce qu'il y a de la craie ici? Pourquoi est-ce que c'est essentiel de savoir lire le braille pour ces enfants non-voyants? Oui, parce que c'est par cela qu'ils passent leur scolarisation. Parce qu'un non-voyant, autrement, s'il ne sait pas lire le braille ou l'écrire,
il ne pourra pas continuer la scolarisation. En deuxième année, les élèves commencent à apprendre les bases du calcul. Donc, écrivez 36 plus 23. 36 plus 23. Pendant que les voyants écrivent sur l'ardoise, les non-voyants utilisent de petits cubes arithmétiques sur lesquels des points correspondent à des chiffres. 36 plus 23 égale 6 plus 3 égale 9 Quelques instants plus tard, égale 59. 1,2% de la population malienne serait non-voyante, un taux très élevé. Des rougeoles mal soignées, un manque de vitamine A expliquent notamment nombre des cécités infantiles. Selon Youssouf, les parents des enfants aveugles préfèrent souvent les envoyer mendier pour nourrir la famille. C'est pour leur éviter ce destin que notre observateur a lancé son projet seul. J'ai eu la chance d'aller à l'école d'étudier, d'où l'idée de l'école. J'ai attendu les partenaires, je n'en ai pas eu. Et je me suis dit que voilà, il faut commencer et puis les gens viendront se trouver en cours de route. Voilà pourquoi je suis allé vers la banque et pour contracter un prêt de 5 millions avec lequel j'ai fait cette petite réalisation que vous voyez ici. Notre observateur voudrait trouver des partenaires pour pérenniser son projet, aujourd'hui en grande difficulté financière. En attendant, comme chaque vendredi, Youssouf emmène 3 des enfants aveugles passer le week-end chez lui, car leur famille refuse désormais de les accueillir. Et le fait de prendre les enfants ici, chez toi, le week-end, c'est une façon aussi de montrer que, selon toi, les autorités ne font pas assez? Non, les autorités font ce qu'ils peuvent, mais c'est trop pour eux. Chacun d'entre nous pourrait apporter sa petite part de contribution à la scolarisation de ses enfants. Ça allait un peu alléger les tâches de l'État. C'est la fin de ce Ligne Directe spécial Bamako. Un grand merci à nos 3 observateurs de nous avoir montré leur ville et ceux qui les mobilisent. Le prochain Ligne Directe, ça sera peut-être chez vous. N'hésitez pas à envoyer vos images à la rédaction des observateurs de France 24. Tous nos contacts Facebook, WhatsApp, mail s'affichent à l'écran. À bientôt.